Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Avertissement. Cet épisode contient des informations concernant la violence conjugale et de l'intimidation que les jeunes peuvent subir à l'école. Si jamais tu te reconnais, si jamais tu ressens le besoin de parler avec quelqu'un parce que ce que je parle vient chercher des émotions à l'intérieur de toi, te fait revivre certaines situations et que tu te reconnais comme étant une victime de violence conjugale, sache qu'il y a de l'aide qui existe pour ça. Parce que ça se peut très fortement qu'en écoutant ce que je vais vous raconter durant mes épisodes de podcast sur la violence conjugale, se pourrait très bien que tu te reconnaisses. Si c'est le cas, si tu te reconnais comme victime, sache qu'il y a des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales qui sont là pour t'aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi le CALAX qui est là pour t'aider. C'est un centre d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles. Il y a également le CAVAC, qui est là également pour t'aider. C'est un centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Si jamais tu veux porter plainte contre ton agresseur, sache que les intervenants qui travaillent pour le CAVAC peuvent t'accompagner afin de t'aider, afin de te soutenir tout au long de ce processus judiciaire. Toutes ces informations, inquiète-toi pas, elles seront dans mes notes d'épisode de chacun de mes épisodes. Là, pour toi qui m'écoutes, puis que tu te reconnais comme étant un agresseur, puis que tu dis « Oh, c'est de moi dont elle parle ». Ou peut-être l'abuseur, tu te reconnais comme étant un abuseur. « Oh, c'est l'abuseur dont elle parle ». Ou encore un manipulateur. Sache que toi aussi, tu peux aller chercher de l'aide. Mais, tu sais, si tu veux faire changer les choses, puis que tu veux faire un travail véritable sur toi, faire vraiment un travail sur toi, puis que tu le veux vraiment, puis que tu veux faire ton bout de chemin, toi aussi, pour éviter encore une fois de faire mal à ta victime,
ben il y a de l'aide aussi pour toi. Je vais tout mettre ces informations-là dans mes notes d'épisode pour que vous puissiez aller la récupérer. Comme je disais, il y a des grosses chances que cela vienne réveiller certaines émotions en vous, ce qui est tout à fait normal. Je désire faire bouger les choses. Je désire faire changer les choses. Et pour vrai, tout peut changer. Il suffit d'y croire. Je vous souhaite la bienvenue dans mon épisode 4, la phase 4 de ma vie d'enfant timide dans ma sphère familiale, donc dans ma sphère plus élargie. De la famille, sens oncle, tante, cousins, cousines et amis proches de la famille, parce que pour moi, certains amis proches de la famille, je les considérais comme mes oncles et mes tantes. Je vous ai parlé de mon école, je vous ai parlé de mes amis, je vous ai parlé de mes parents. Maintenant, je vais vous parler de ma famille, comme je disais, dans un sens plus élargi, qui est la phase 4 de la violence conjugale. Je vous inviterai, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller écouter les 3 premiers épisodes de ma première saison pour vous donner une petite idée dans qu'est-ce que je baignais là, étant enfant, étant adolescente, par rapport à l'intimidation et un peu avec mes 2 parents, comment que je vivais ça au jour le jour. Maintenant, on va y aller au sens plus large, la famille, oncle-tante, comme que je disais. Donc, j'étais tellement timide, que je pourrais dire, que j'osais jamais parler. J'ai été la petite fille tranquille. Vous savez, j'avais cette étiquette-là, quasiment étiquetée sur le front. Là. Pas de farce, là. J'étais la petite fille tranquille, puis qui ne disait pas un mot plus haut que l'autre. Ça, j'ai eu ça toute ma vie, et j'exagère à peine. J'ai jamais rien dit par peur de déplaire, même de déranger. Même qu'aujourd'hui, parfois, je me demande si j'ai vraiment ma place dans ce monde-ci. Je me demande même si j'ai le droit à mon opinion. Je me le demande encore aujourd'hui, tellement que j'ai été élevée dans cette optique-là de ne pas prendre ma place, de ne pas parler, de jamais dire un mot plus haut que l'autre. C'est fou quand même. C'est fou quand on y pense. Puis tout ça, par peur de déranger. Puis petite, j'avais peur de déranger. Et encore aujourd'hui, j'ai peur de déranger. D'une peur que je vis à chaque jour. Même que c'est quelque chose que je travaille avec une coach de deuil, des choses comme ça, que je travaille encore là-dessus. Parce que moi aussi, j'ai droit à ma place. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. J'ai comme eu l'impression qu'on me l'a souvent enlevé, ce droit-là. Puis, on va commencer ça par un oncle que j'avais quand j'étais petite. Il est décédé, j'étais quand même relativement jeune. Là. J'étais début vingtaine, je crois, quand il est décédé. Donc, cet oncle-là, il était toujours après moi quand j'étais petite. Pas tout le temps pour les bonnes raisons. Puis, il me dérangeait, là, mais à sa façon. Puis à sa façon, il m'intimidait. Puis, ça arrivait des fois que je jouais avec des amis, que je jouais avec mes cousins. Puis, il faisait toujours tout pour me rendre la vie difficile. En tout cas, j'avais l'impression, on aurait dit, je sais pas trop, là, qu'il faisait exprès à la limite. Puis, dans le fond, je me dis, une chance au moins, tu sais. Mais il s'en prend pas juste à moi, tu sais,
quand il y en a d'autres autour de moi, ben, il va aller achaler les autres aussi, en général. Puis comme j'ai déjà dit dans un épisode précédent, j'ai 3 frères. Mes 3 frères sont plus vieux que moi. Fait que là, ça a comme un peu, comme on pourrait dire, aidé à ma cause de mon oncle qui était tannant. Je me souviens de... Puis pas... Ça arrivait souvent que mes cousins puis moi, ben, on jouait au ballon dans ma cour. Quand j'étais petite, j'avais une piscine creusée. La famille venait se baigner. Souvent, l'été, ils venaient, puis on passait du temps ensemble. Toute la famille. Puis cet oncle-là, il était assis à l'ombre, près du cabanon. Et il était assis sur sa chaise longue. Il était là... il était là tout le temps. C'était comme sa place de prédilection, là, si on peut dire. Parce que c'était à l'ombre, puis lui, il ne voulait pas prendre de soleil. Là. Jamais qu'il voulait prendre de soleil. Toujours étendu à l'ombre. Fait que, il y a un moment donné, ça doit faire 2-3 fois que le ballon, il roule vers lui, tu sais. Mais on est des enfants, là. Je sais pas si on a 10 ans. Mais là, il était vraiment pas content. Puis à un moment donné, le ballon, comme je disais, il a dû rouler peut-être 2-3 fois vers lui, 2-3 fois vers lui. Puis, il a pris le ballon. Puis, la première fois, ben, il l'a lancé comme plus loin. Puis là, quand ça faisait la deuxième fois, il l'a relancé encore un petit peu plus loin. Alors, quand c'était rendu la troisième fois, là, lui, il était tanné. Là. Fait que là, savez-vous ce qu'il a fait? Il a pogné le ballon, puis il l'a lancé par-dessus le toit de la maison. Puis il a fait... C'était volontaire, son affaire, là. Hein? C'était volontaire de le lancer par-dessus le toit, puis de le lancer plus loin. C'était tout calculé. C'était tout pensé. Puis là, comme je disais, j'avais mes frères. Fait que là, j'étais pas contente. Moi, je me suis dit, il faut bien que ça serve à quoi des frères? Fait que là, j'étais vraiment frustrée. Vraiment pas contente. Dans ce temps-là, tu sais quoi j'allais faire? J'allais voir mes frères. Puis là, j'ai été leur dire, ben moi puis mes cousins et cousines, on est allé leur dire, écoute, voici ce qu'il a fait, tout ça. Fait que là, avec l'aide, mes 3 frères, avec l'aide d'oncle, ben ils se sont mis à 4 ou 5 à peu près, puis ils l'ont lancé dans la piscine. Dans la piscine creusée. Dans la pente, tu sais, où que ça commence à devenir profond, mais pas la partie très, très profonde. Dans la partie encore qui est peu profonde de la piscine. Puis mes frères, sachant très bien qu'ils ne savaient pas nager, ben c'est ça, ils ont sauté avec lui dans la piscine pour qu'il puisse le ramasser, mais eux, ils voulaient lui faire peur. Fait que là, il a paniqué un peu dans la pente, parce que là, il glissait. Les pieds glissaient dans le fond de la piscine. Et là, mes frères, puis mes oncles, ils l'ont ramené dans le 3 pieds. Je vous jure, là, ça a fait un genre d'électrochoc. Vous n'aurez jamais vu quelqu'un sortir aussi vite de la piscine, là. Oh my God, qu'il est sorti vite. Il est sorti vite. C'était fou, là. Sortir vite de même, ça se fait plus, là. C'était quelque chose. Je peux vous dire que cette journée-là, il ne nous a plus jamais réécœuré. Il n'a plus jamais retouché à notre ballon avec lequel on jouait. Mais c'est ça, c'était des choses comme ça qu'il nous faisait. Soit que quand on passait, il nous accrochait la jambe, faisait exprès de faire des culbutes. C'était fou, là. C'était fou. Puis on aurait dit que moi, c'était pire que les autres. Je sais pas pourquoi. C'était toujours comme ça. Toujours. Il manquait jamais une occasion. Il manquait jamais une occasion de nous déranger, de nous... Ouais, c'est ça. Jamais qu'elle ne manquait une. Autant, là, cet oncle-là, il pouvait être aimable dans la vie, autant il pouvait être détestable. Mais vraiment détestable, là. Enfin, il n'était pas tout le temps détestable juste avec moi. Fait que dans ce sens-là, j'étais un petit peu contente parce que c'était pas juste sur moi qu'il y en avait, que ça tombait, ce genre d'agissement-là. C'était aussi avec d'autres. Mais j'ai souvent manqué l'occasion de dire ce que je pensais. J'étais trop timide. Puis tu sais, qu'est-ce que les autres vont penser? Quoique là, c'était un peu différent vu qu'ils intimidaient, mais j'avais tellement peur.
j'avais tellement peur de dire ce que je pense que même là, j'avais peur. Puis, tu connais sûrement l'expression « être dans les jupes de sa mère ». Ça, là, ça m'allait là, comme un gars à ravir, comme on pourrait dire. J'étais toujours auprès d'elle, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours moi là, prête à dire oui, là, comme un soldat, là, hein? Tout ce qu'elle me disait, j'étais prête à dire oui. Tout le temps. Puis certains je vous entends dire, là, ben moi, là, j'aurais pas agi de la sorte quand j'étais petite. Mais je vais vous répondre ceci. C'est facile à dire quand on n'a pas marché dans les souliers des autres. Ah, il y a une expression comme ça, hein? De pas justifier, mais tu sais, d'être... de pas critiquer ou de pas... tu sais, tant que t'as pas été dans les souliers d'un autre, là, ben, dis rien parce que tu sais pas par quoi que la personne passe, tu sais pas dans quoi que la personne est en train de traverser. C'est déjà assez dur de même. Fait que peut-être que tu ferais pas mieux dans une situation pareille. On sait jamais. Personne n'est à l'abri de rien dans la vie. Et ça, je tiens à le rappeler. Puis, c'est ça, comme je disais, il y a une citation, là, justement, qui dit de ne pas juger une personne tant que nous n'avons pas marché dans ses souliers. C'est ça, je l'ai retrouvé. C'est ça la citation. Parce que, comme je disais, c'est facile de juger les autres. C'est facile de faire notre gérant d'estrade. Hein? Mais savez-vous vraiment par quoi cette personne-là elle passe, comme que je viens de dire? Savez-vous pourquoi elle est aussi timide? Savez-vous pourquoi elle ne peut pas répondre à sa mère qui la contrôle? N'ayant pas connu autre chose dans ma vie, ben, je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux dire. Puis qu'on a le droit de dire ça suffit. Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas appris. Je l'ai appris quand j'étais adulte, pas quand j'étais enfant. Comme que je disais, j'ai pas connu d'autre chose que du contrôle depuis que j'étais toute petite. Je croyais que c'était normal. Je savais pas que c'était du contrôle que je vivais. Puis jamais même j'aurais pensé que j'étais une victime. Mais non. Ma mère, elle m'aimait. Elle me le disait pas souvent. Que mère n'aime pas son enfant, mais de toute façon. Mais à sa manière. C'était ça, elle m'aimait à sa manière. Puis à leur manière, les mères aiment leur enfant. C'est sûr. C'est sûr, ça. Quand on y pense bien, là, puis qu'on remonte dans le temps, moi, là, mon âme, elle a choisi cette famille-là. Il y a donc une raison, c'est pour cette raison que mon âme a décidé de choisir cette mère-là, ce père-là. J'avais une leçon à apprendre dans tout ça. C'était sûrement pour me rendre plus forte. Moi, je pense ça. Hein, que j'ai été là, dans cette famille-là, pour me rendre plus forte. Pour que je puisse prendre ma place. Puis me rendre plus résiliente. Ah, parce que ça, on me le dit souvent que je suis une personne très résiliente. Fait que c'est ça, pour me rendre plus résiliente aussi. Puis aussi, à faire surgir ma force intérieure. Pas le choix de sortir notre force intérieure quand on a vécu de la merde de même tout le long de notre vie. Torieux. Puis j'étais tellement une petite fille tranquille qui disait jamais, mais au grand jamais, un mot plus haut que l'autre, que le jour où j'ai finalement, ou que j'ai osé parler, j'ai dérangé. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, que si t'es pas habitué de rouvrir la bouche pour dire ton opinion, puis dire « Hey, ça suffit »,
je suis sûre que toi aussi, t'as dérangé. Oui, j'ai dérangé, car soudainement, j'avais de quoi à dire, mais je dérangeais. Mon opinion auprès de ma famille était vraiment, mais vraiment pas populaire, là. Oh que non. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça fait quoi ça que ton opinion est populaire? On s'en fout. Ça, c'est votre opinion. Pour une fille qui a cherché tout le long de sa vie l'approbation de sa mère, le soutien de sa mère, puis ne l'a pratiquement jamais eu, ça veut tout dire. Vivant dans la déception de ne pas obtenir son approbation, son soutien, je me suis tue. Et ça, toute ma vie que j'ai vécue avec elle. Puis ça allait pas faire exception dans ma famille plus élargie. Mais non, j'étais drillée à ne pas dire un mot. Ou quand je parlais, je devais faire attention à ce que je disais, sous peine de représailles. C'était atroce. Atroce. C'était fou, là. Fait que dans le fond, tout se bien dire, ben, tu sais, tout se bien de pas parler. Tu sais, quand tu penses à ça. Puis, dans le fond, j'allais jamais prendre la parole dans ma famille proche immédiate. Fait que, pourquoi que je le ferais plus avec mes oncles, mes tantes? On oublie le projet, comme on dit. Hein? Fait que j'ai passé 45 ans à me taire dans ma famille. Je peux vous dire de quoi? Ça laisse des traces sur une personne. Le jour quand j'ai osé prendre ma place, oh my God, que ça n'a pas été aussi simple que ça, là. Oh, que ça n'a pas été facile. Oh, que j'en ai bavé. C'est-à-dire que lorsqu'un jour que tu réalises que toi aussi, tu peux parler, que toi aussi, tu as une voix, c'est là, cette voix-là, là, que tu découvres, mais elle fait déranger. Elle fait que ça te dérange dans la famille. Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que ça t'est aussi arrivé? Que tu veux parler, tu n'as jamais parlé, tu n'as jamais dit ton opinion, tu n'as jamais dit ce que tu pensais, mais le jour où tu veux parler, tu déranges. C'est sûr, ils ne sont pas habitués de t'entendre. Je te raconte ce qui m'est arrivé. J'ai dit un jour à mon oncle que je ne pouvais pas m'occuper de ma mère parce que j'avais mon père à m'occuper. Puis mon petit garçon qui avait 5 ans à l'époque, que je devais aussi m'occuper parce que c'est pas son père qui était pour m'aider à ce moment-là. Parce que son père, à mon gars, plus souvent qu'autrement, il était en prison. Au point que mon gars, à un moment donné, il a déjà demandé si son auto aussi il était en prison. Parce que, il n'y en avait pas d'auto, son père. Il l'avait perdu à cause de la boisson. Il a perdu son permis à cause de la boisson. Fait qu'il n'y avait pas de voiture. Fait que là, c'est là qu'il a demandé si son auto... Il avait 5 ans. Il a demandé si l'auto était en prison. Tout dire, hein? Fait que, pour revenir à ma famille, tu sais, le fait que je leur ai dit ça, que je voulais m'occuper plus de... pas que je voulais, que je devais m'occuper de mon père, j'avais pas le choix. Pas que j'avais pas le choix, on a toujours le choix dans la vie, là. Mais tu sais, j'ai passé à ce moment-là, là, et je cite, pour une ingrate face à mes oncles et tantes. C'était écrit dans le courriel tel quel. Tu es une fille ingrate.
j'ai répliqué. Savez-vous par quoi que je suis en train de passer, moi, là? Dans ces moments-ci, là, est-ce que vous le savez? Puis là, je leur ai répliqué aussi qu'à l'époque, je sentais même que c'est moi qui étais en train de glisser tranquillement, là, vers une fatigue, peut-être même un burn-out. Puis si je prenais pas soin de moi, c'est moi qu'on allait ramasser à la petite cuillère, pas ma mère. Je l'avais exprimé ça à mon oncle et ma tante, que c'était moi qu'on allait ramasser à la petite cuillère si je ne pensais pas à moi. Puis encore là, j'en faisais pas encore assez. On m'a répliqué, ben appelle-la plus souvent pour prendre des nouvelles. Ben ma mère, là, juste pour vous mettre en contexte, elle m'appelait aux 2 jours. Si c'était pas chaque jour. Entre vous et moi, là, c'est un peu dur de faire plus que ça, là. D'appeler plus que ça, là. Tu sais? En tout cas. Fait que, moi, à l'époque, quand mon gars avait 5 ans, quand que ça s'était arrivé, ben, je faisais mon possible. Puis, ben, c'est ça que j'ai essayé de faire comprendre aux membres de ma famille, mes oncles, mes tantes. J'étais à 1h30 de route de ma mère. Puis mon père, il est là en haut de moi, il est à un étage au-dessus. Assez logique de savoir sur laquelle personne que je vais m'occuper en premier, là. Tandis que j'ai un frère, que lui, à l'époque, il restait à peine 20 minutes de distance de chez elle. Fait que pourquoi pas lui demander à lui si ma mère avait tant besoin d'aide, de soutien, pourquoi ça serait moi? Là, à ce moment-là, j'ai ressenti que j'avais une pression sociale, si je peux dire ça de même. Vous savez, c'est de la croyance populaire là, qui veut que ce soit toujours la fille qui s'occupe de sa mère ou de son père. Puis pas les gars, hein? Parce qu'après tout, tu sais, comme la société, elle nous dit, c'est le rôle des filles de prendre soin. Ben oui, j'ai vraiment senti cette pression-là. Puis, vu qu'elle venait de mes oncles, mes tantes, puis de la famille, même une amie de ma mère. Mais là, venant d'elle, ça m'a vraiment blessée. C'était la dernière personne que j'aurais pensé qu'elle porterait un jugement sur la façon d'être et d'agir avec ma mère. Elle, je la considère comme une tante. Comme que je disais tantôt, j'avais des amis de mes parents que je considérais comme oncle-tante, mais ça, c'en était une en particulier. Et puis, je lui avais expliqué à l'époque, là, puis là, j'avais exprimé mon ressenti, tout ça, puis j'avais expliqué ma situation dans laquelle je vivais, que j'avais mon père, puis j'avais mon garçon, puis que, tu sais, j'ai tout expliqué, qu'est-ce que j'étais en train de vivre. Ben, elle a compris. Elle a tout de suite compris. Puis elle s'est tout de suite excusée. Puis elle s'est excusée en me disant qu'elle avait porté un jugement pas mal trop rapide. Elle savait pas ce que je vivais dans les Laurentides avec mon père. Elle le voyait pas, ça. Puis j'ai été contente qu'elle s'excuse. Puis tout ça parce que, dans le fond, elle l'a dit, j'ai porté un jugement trop rapide. Donc, j'étais vraiment contente de ça. Comme que j'avais pas l'habitude de parler, que j'avais pas l'habitude non plus de demander de l'aide. Fait qu'il y avait pas grand monde qui savait dans ma famille qu'est-ce que je pouvais vivre là, avec mon père et mon garçon. Personne ne pouvait le savoir. Encore aujourd'hui, je demande rarement de l'aide. Fait qu'après tout, les gens, ils n'ont pas de boule de cristal, là, comme on pourrait dire, là, pour pouvoir voir ce qui se passe dans ma vie de tous les jours, là, surtout dans les Laurentides, quand les autres sont complètement ailleurs. Ils ne pouvaient pas le savoir. Mais
avant de porter des jugements, ben demande, pose des questions. Puis, tu sais, comme je disais, j'ai vraiment été reconnaissante envers l'ami de ma mère pour sa prise de conscience. Je me suis dit que, enfin, il y avait une personne qui avait du bon sens, puis un peu de plomb dans la tête, tu sais. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui est survenu au décès de mon père. Oh my God. Moi, là, tout ce que je voulais faire, là, c'était de respecter la volonté de mon père. Puis encore là, j'étais pas correct. Ben non, toi. Avant que mon frère se mette à lire le testament, à mon frère puis à mes frères puis moi, là, il m'a appelé pour m'informer qu'il y avait un de mes frères qui était déshérité, puis que ce dernier, ben, il avait arrêté, parce que ce dernier, il avait arrêté tous les contacts avec mon père pendant plus, j'exagère pas, là, entre 25 et 30 ans, là, peut-être. Puis, pour cette raison-là, ben, mon père, il avait enlevé du testament. Il l'avait carrément banni. Puis, si vous saviez le nombre de fois que, écoutez, je me rappelle encore, là, on était dans la cuisine chez lui. Lui, il était au bout du comptoir dans la cuisine. Puis, il me disait, je veux plus rien savoir de cet enfant-là, not over my dead body. S'il ne me l'a pas dit 100 fois, il ne me l'a jamais dit. Je vous le jure, ça a été un sujet, je pense, en tout cas, il me l'a dit souvent. Fait que mon frère, c'est ça, il a voulu m'en faire part, l'aîné de mes frères. Puis du même souffle, il me dit que lui, puis l'autre frère, ben ils vont y donner vont séparer leur part en deux. Puis, il dit, toi, t'es pas obligé de le faire. Non, c'est bien certain que je le ferai pas. Tu sais, pour moi, là, ce qui est mentionné dans un testament, là, c'est super important. Parce qu'après tout, c'est les dernières volontés de notre défunt. Hein? C'est ça, dans le fond. Fait que moi, là, j'ai pris mon petit courage à deux mains, puis j'ai tenu bon. J'ai rien donné à mon frère que mon père avait déshérité. Là, l'aîné de mes frères, c'est lui, comme je disais, qui lisait le testament. Mon père, ben oui, mon frère qui recevait rien de mon père, ben lui, il n'a pas été surpris pantoute, vu les circonstances, là, comme j'ai dit plus haut, qu'il ne se parlait plus depuis un certain temps, même que il y avait peut-être même un petit doute là, qui disait là, que c'était pour arriver, qu'il était pour être déshérité. Là, vient le moment où mon frère, qui lisait le testament, il nous fait circuler un petit papier pour signer pour un genre de consentement, pour donner une part à celui qui est déshérité, puis que, bon, fait que là, il fallait le signer, là, pour faire ça en bonne et due forme. Bon. Arrive mon tour, puis là, j'entends dans mon oreille mon père me parler. Puis j'entends littéralement, je vous le jure, je ne veux rien savoir de cet enfant-là. Not over my dead body. Puis ça, je l'ai entendu, pas juste une fois, là, je l'ai entendu quelques reprises. Fait que là, je prends le petit papier qui était rendu à moi pour signer. Et pour que mes deux frères donnent une partie à mon frère déshérité, il y avait différentes options, là. En tout cas, moi, j'ai rien signé. Prends le papier, donne le papier à ma mère. Ma mère, elle me chuchote à l'oreille. Tu signes pas? J'ai dit non, je signe pas.
Mais là, moi, là, j'ai la trouille. J'ai la chienne. Parce que c'est la première fois que je désobéis. C'est la première fois que je ne fais pas comme ma mère me dit. C'est la première fois de ma vie que je vais faire quelque chose pour moi. Je peux-tu vous dire que j'ai les mêmes moites en petit? Et là, ma mère, elle dit, ben signe donc, là, pour éviter la chicane. J'ai fait quoi? Là, je la regarde, je fais quoi? Parce que tu signes pour éviter une chicane? Là? Elle dit, ben oui. Elle dit, pourquoi d'autre que je signerais? Je dis, ben tabarouette! Peut-être dans le sens, je me suis dit, ma mère n'est pas si folle que ça, finalement. Mais pas folle, mais façon de parler, tu sais, je me disais, ah, elle est consciente de ce qui se passe. Parce que je me demandais des fois jusqu'à quel point qu'elle pouvait être consciente de ce qui se passait. Mais là, j'ai dit, ah, ben, Colin, elle est plus consciente de ce qui se passe en ce moment. OK, c'est bon, c'est bon. Mais moi, je tiens mon coup. Mon père, il a dit, je veux rien savoir de cet enfant-là, not over my dead body. Ordonne le papier à mon frère quand ma mère a fini de signer. Là, mon frère, l'aîné, il demande au frère déshérité qu'est-ce qu'il pense de ça, que j'ai pas signé, dans le fond. Il dit que je n'ai pas signé pour ne pas... Attends, il me dit que je ne veuille pas partager avec lui une part de mon héritage. Il comprend, j'espère. Mais il dit, je suis flabbergasté par sa non-signature. Puis ça reste de même. Puis là, c'est ça, j'ai dit, ben, ah oui, c'est ça, non, ça n'a pas resté de même. J'ai dit, pour ma conscience personnelle, je ne signe rien. Et ça, je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois. C'est ça qui m'a permis de tenir le coup. Puis, c'est les genres de choses qui m'est arrivé aussi un peu comme pas mal partout là, dans ma vie en famille et tout ça. Tu sais, que plus tard, que tu sais, je prenais des décisions comme ça puis que c'était vraiment pas populaire. Puis encore, mais en tout cas, c'est pas grave. Hein? J'ai quand même passé par-dessus. Et maintenant, je suis très contente de mon choix. Je suis très contente de ce que j'ai fait parce que je sais que j'ai respecté ce que mon père y voulait. Mais ma vie a été comme ça. Tant dans ma famille proche qu'élargie. J'ai jamais perdu le cap. Je suis restée droite. J'ai décidé un jour que je me choisissais et je me donnais le droit de me choisir. Je peux vous dire que ça a été lent. J'y suis arrivée. Je suis bien contente de moi et je suis même très fière de moi. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai réussi, que je suis heureuse, puis que je continue à trouver le courage de m'ouvrir un peu plus chaque jour. Mon cœur n'est plus silencieux. Oui, parce qu'il aime à nouveau. Puis j'ai l'espoir d'un monde meilleur, sans violence. C'est sur ces mots que le podcast d'aujourd'hui se termine. Si jamais vous désirez recevoir mon livre dédicacé, La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté, je vous invite à aller remplir le formulaire dans les commentaires afin de le recevoir. Simplement inscrire vos noms, adresses, faire le paiement de 15 $ et je vous envoie ça dédicacé avec grand plaisir. Et puis, si jamais ça vous tente d'encourager ma cause de la violence conjugale, bien, vous pouvez vous procurer ma chanson. C'est 2 $ et il y a 1 $ qui va aller à l'Ombrelle, la maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales à Sainte-Agathe-des-Monts, qui m'ont aidé pendant beaucoup d'années et à me remettre sur pied et tout ça. Donc, et évidemment, je vais vous mettre les liens aussi si jamais vous avez besoin d'être un peu plus poussé en matière de violence conjugale.
Je vais vous mettre le site de SOS Violence Conjugale où vous allez pouvoir aller trouver plein de ressources super pertinentes pour vous aider. Au prochain épisode, je vais vous parler de ma vie d'enfant timide en lien avec mes amis de l'époque. Pas nécessairement seulement les amis à l'école, pas nécessairement mes amis proches, mais aussi mes amis à l'école. Donc, je vous remercie une autre fois de m'avoir écouté jusqu'ici aujourd'hui. Et on se reparle dans le prochain épisode, l'épisode 5, la phase 5 de ma vie d'enfant timide avec les amis. Au plaisir de se reparler bientôt.